et dépassons l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère. Irène Finkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, mon invité est François Gustave. Bonjour François. Bonjour Irène. François, vous êtes né le 2 novembre 1988 dans le 93. Vous avez donc 31 ans. Vous passez votre enfance dans l'Eure, au Lilas dans le 93 et à Castelsarrasin. C'est à l'âge de 20 ans que vous arrivez à Toulouse. Vous avez un Master 2 en communication et après différents métiers, vous êtes aujourd'hui consultant. Vous êtes également professeur de danse hip-hop et danseur vous-même d'ailleurs, et nous développerons tout cela au cours de l'émission. Mais avant d'en arriver là, François, quel genre de petit garçon étiez-vous ? Alors plutôt un petit garçon calme, assez réservé, timide, un petit peu peureux, mais rempli de fougue et de curiosité. Bon. Vous êtes fils unique ? Non, absolument pas. J'ai deux frères qui sont des faux jumeaux, des frères cadets, et deux grandes sœurs, demi-sœurs donc. D'accord, donc vous êtes l'aîné. C'est ça. Dans la fratrie, c'est vous l'aîné, c'était donc vous le grand frère. C'est ça. Pourquoi ce côté peureux ? Ça, c'est un mot que je n'ai pas l'habitude d'entendre pour quelqu'un qui décrit son enfance. Un petit peu peureux, je pense, parce que on était quand même assez couvés par notre maman. Donc il y avait ce côté-là d'être dans le cocon et une petite appréhension d'aller découvrir la vie, mais poussé par cet élan de curiosité quand même. Donc on a été découvrir la vie. Qu'est-ce que vous avez découvert tout petit ? Plein de choses, plein de sensations, plein d'odeurs, la découverte de son corps, des premières émotions, les premières relations sociales qu'on a quand on va à l'école, toutes ces premières émotions là qui restent malgré tout au fil du temps. Je peux vous demander pourquoi vous avez autant déménagé, enfant ? Tout simplement parce que mes parents étaient commerçants. Voilà, ils étaient commerçants et quand je suis né au Lilas, ils avaient parallèlement acheté une maison en Normandie, dans l'Eure donc. Donc la petite famille est venue s'installer en Normandie avec mon père qui conservait son activité dans le 93. Et puis à un moment donné, les allées-venues commençaient à être compliquées pour mon père, donc nous sommes revenus au Lilas, habiter au-dessus de la boutique donc. Et puis ensuite le quartier a été enclin à une vague d'expropriation pour des raisons de construction par la mairie. Et du coup, ils ont recherché un autre commerce qui se trouvait à Castelsarrasin. Commerce de quoi ? Dans les produits bio. D'accord. Donc, c'était père, très avant-gardiste. Exactement. Mon père faisait partie des pionniers à avoir ouvert un magasin bio dans les années 70 d'abord à Tolbiac. Donc, il était... à Tolbiac dans le 13e, donc. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il était semi-grossiste et puis après, il a vendu sa société pour en avoir une plus petite. Mais il faisait partie des premiers. Ils n'étaient pas beaucoup à l'époque. Mais alors, Castelsarrasin, qu'est-ce que c'est comme département ? C'est le Tarn-et-Garonne ? Tout à fait, le 82. C'est le 82, mais vous connaissiez pas du tout la région ? Absolument pas. Et vous aviez quel âge en arrivant là-bas ? J'avais 13 ans. Oui, voilà, en plus, ça. 13 ans, c'est quand même le début de l'adolescence. Tout à fait. Vous étiez content de venir dans le Sud ? Au début, pas vraiment. Oui, parce que vous quittiez tous vos camarades en plus. Voilà, je quittais tous mes camarades. Paris, malgré tout, j'étais quelqu'un de très autonome. Je prenais le métro déjà à l'âge de 11-12 ans. J'allais à République, dans les magasins de jeux vidéo, tout ça, etc. Et puis, forcément, arrivé à Castelsarrasin... ah oui, ça doit être un choc quand même. On passe de la banlieue proche de Paris et de l'agglomération parisienne à 13 000 habitants. Oui, ça... Pas de moyens de locomotion, ça fait un choc. Néanmoins, là où on était content, c'est que on vivait au-dessus du magasin quand on est revenu à Paris. Donc c'était pas Zola, hein, c'était pas Germinal, loin de là, mais on vivait quand même à 5 dans 27 mètres carrés. Ah oui, effectivement, c'est fait voilà. tout petit. Oui. Donc il y avait juste 2 pièces.
et dont une pièce qui faisait office de salle à manger avec les lits superposés de mes frères cadets et moi-même. Donc quand on est arrivé à Castelsarrasin, j'ai eu enfin ma première vraie chambre de 20 mètres carrés. Oui. Donc sur ce point de vue-là, j'étais content. Oui. On va le développer tout au long de l'émission, mais on a dit que vous étiez danseur, professeur de hip-hop. À quel âge vous avez commencé? Est-ce que c'est dans cette prime jeunesse? C'est exactement au moment où je suis arrivé à Castelsarrasin. D'accord. Parce que C'est vrai bêtement, j'aurais pensé Paris, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a eu des prémices, mais c'est vraiment en arrivant à Castelsarrasin que j'ai été mordu par la danse hip-hop suite à une rencontre. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, cette rencontre, c'est au collège? Non, pas du tout. Du tout. Pas du tout. Donc, en premier lieu, le premier ou le petit ami de ma sœur, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, était déjà un petit peu dans la culture hip-hop. Et donc, à Paris, il m'avait un petit peu initié à ça et j'avais commencé à prendre des petits cours de danse. En arrivant à Castelsarrasin, j'ai fait la rencontre d'un danseur, une rencontre assez inopinée, quelqu'un qui avait appris tout seul en visionnant des cassettes vidéo, qui s'appelait Philippe Boudré, alias Turbo, qui avait 6 ans de plus que moi, donc il avait une vingtaine d'années et il s'entraînait. Je vous arrête, je vous interromps, excusez-moi, parce que alias, est-ce que ça veut dire que dans le milieu, vous avez tous un surnom pour les danseurs? C'est ça. D'accord. Quasiment. Ok, quel est le vôtre? Ghost. Ghost, d'accord. Je vous laisse poursuivre, excusez-moi. Non, il y a pas de mal. Donc, je rencontre cette personne. Donc, je suis omnibulé puisqu'à l'époque, c'est en 2003, fin 2002, début 2003. Il n'y a pas YouTube, on voit pas de danse hip-hop à la télé. Très très peu en tout cas. Et du coup, je me retrouve à voir quelqu'un qui tourne sur la tête en face de moi. Enfin, quand on a 13 ans, on est omnibulé, quoi. On se dit comment c'est possible. C'est vrai que c'est très sportif. Le peu que j'ai vu à la télé, c'est vrai que c'est très sportif. C'est pas un domaine que je connais. Première question, est-ce que pour être danseur de hip-hop, il faut déjà être très sportif à la base, souple? Je suppose qu'il faut avoir certaines prédispositions physiques. Alors pas forcément, parce qu'il y a plusieurs catégories de danse hip-hop, mais bon, ça peut faire l'objet d'une émission à part. Je vais pas développer à fond là-dedans, mais il y a plusieurs catégories et moi ce que j'ai pratiqué c'est le breakdance, donc c'est-à-dire cette danse athlétique dont vous parlez. Effectivement, les personnes qui ont des prédispositions, qui ont fait de la gym, qui vont avoir un corps souple et gainé en même temps. C'est votre cas? Non, absolument pas. Non, la question c'était, est-ce votre cas? Est-ce que vous aviez fait du sport avant de commencer la danse? Absolument pas. Que du foot, mais pas de prédisposition, aucune même d'ailleurs. Aucune souplesse, rien du tout. D'accord. Donc la preuve en est, c'est que c'est accessible à tout le monde, bien sûr. Ceux qui ont des prérequis vont avoir beaucoup plus de facilité. Mais néanmoins, c'est comme tout, ça se travaille. Ça se travaille et avec le travail, on arrive à des résultats. Donc vous vous lancez à ce moment-là? Je commence à ce moment-là, mais à cette époque, je pense pas à la suite. Je suis juste un adolescent qui est émerveillé par cette pratique. Et qui a envie de bouger. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez, au moment de l'adolescence, d'autres centres d'intérêt? Pas plus que ça. C'est des centres d'intérêt qui rejoignent ceux des adolescents. J'aime bien écouter de la musique. Vous pratiquez un instrument? Non. Du tout? Non, du tout. Quel est le style de musique que vous écoutez? Alors, je parle pas maintenant, je parle dans ces années de 12, 13 ans. J'écoute beaucoup de rap. Oui. Beaucoup de rap. D'accord. Voilà. J'ai fait la découverte un petit peu par hasard du rap et du rap français. Donc c'était encore une fois le copain de ma sœur qui s'appelle Jérôme qui m'avait fait écouter un des titres phares du hip-hop de Sugar Hill Gang qui s'appelle Rapper's Delight. Et je voulais absolument le réécouter. Alors je suis allé dans un magasin Leclerc et j'ai dit au vendeur, oui, la pochette elle est rouge et noire, c'est du rap. Et du coup il m'a sorti une cassette. Et c'était pas du tout Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, mais c'était une compilation de rap français en 1998. Donc, et puis bon, je l'avais acheté avec mes quelques deniers, donc je l'écoutais en boucle dans mon Walkman. J'avais 10 ans à cette époque, et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter
du rap français. Alors le rap, ce sont surtout des textes. Est-ce que vous avez essayé vous-même d'en écrire au moment de l'adolescence? Tout à fait. À la fin de l'adolescence, oui, j'ai essayé de rapper. Je suis même passé à une autre radio toulousaine pour rapper un de mes textes avec mon frère, mais ça n'a pas duré longtemps. D'accord. C'était juste un essai. C'était un essai, voilà, c'est ça. C'était un essai. D'accord. Est-ce que, avec vos parents qui étaient commerçants, alors on sait ce que c'est que d'être commerçant, mais est-ce que malgré tout, vous avez réussi à voyager en famille? Non, très peu. Très très peu. Très très peu, oui. C'était des vacances chez la grand-mère maternelle À quel endroit elle était votre grand-mère? à Bordeaux. Ah oui, Bordeaux, d'accord. Talence, Villeneuve-d'Arnon, toute cette périphérie. D'accord. Vous faites donc toute votre scolarité, collège et lycée à Castelsarrasin. Fin de collège, ouais, c'est ça. Fin de collège, Ouais. oui, puisque vous êtes Ouais. arrivé bien sûr à 13 ans. Quel genre d'élève vous êtes? Je suis plutôt un élève qui est dans la moyenne. C'est-à-dire que je suis pas trop bas, mais je fais attention à pas être trop non plus. Vous êtes plutôt littéraire ou matheux? Plutôt littéraire. Plutôt Ouais, littéraire. plutôt littéraire, ouais. Et à ce moment-là, vous avez envie de faire quoi plus tard? Je suis plutôt perdu. Je ne sais pas ce que je veux faire. Du tout. Du tout, ouais. Je ne sais pas du tout. Alors généralement, faire. c'est vrai qu'on a l'exemple, on a la figure paternelle et maternelle, et on commence toujours par dire je veux faire comme papa et comme maman, mais le commerce n'était pas quelque chose qui vous attirait à cette époque-là? Ça viendra après. Ça viendra Mais après. ce qui m'a décidé sur la première filière de ma scolarité après collège, ça a été effectivement la première carrière de mon père dans l'hôtellerie-restauration. Il se trouvait qu'à Castelsarrasin, il y avait un lycée hôtelier, donc après la troisième, je suis parti en hôtellerie-restauration pour faire un BEP. Oui, alors parce que c'est vrai que j'ai dit en introduction que vous aviez un master 2 de communication, mais il faut préciser que vous avez arrêté donc après la troisième le cursus classique. Vous avez donc fait un BEP hôtellerie et après. Après, je me suis réorienté en première sciences et techniques de la gestion. Oui. Donc, pour revenir un peu plus sur le côté commerce, justement. Parce qu'à ce moment-là, pendant mon BEP hôtellerie-restauration, je suis mordu de danse hip-hop et je commence à me dire que l'hôtellerie-restauration, travail les soirs, les week-ends, je pourrais plus continuer à m'entraîner. Donc, ça me va pas, je veux continuer à m'entraîner. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous êtes complètement dans la danse. C'est ça. Ça prend énormément de temps. Donc, plus vous avez avancé dans, je vais pas dire dans votre adolescence, mais quand vous êtes devenu vraiment un jeune homme, c'est à ce moment-là que la danse vous a pris le plus de temps? Oui, effectivement. Ouais. Parce qu'après, j'ai commencé à donner des cours, à intégrer un groupe. Donc là, ça devenait un petit peu plus sérieux. Mais il y avait déjà les prémices en fin de BEP. Je dois avoir 15 ans, bientôt 16. Et là, je me dis, non, je veux pouvoir continuer à danser. Donc, on va se réorienter. Et puis, vu que mes parents sont commerçants, on va aller dans le commerce. La danse, vous la faites en club à ce moment-là? Oui, alors il y a pas de club à proprement parler, c'est plutôt un groupe de gens qui s'entraînent, qui s'exercent. Il n'existe pas de club de hip-hop? Aujourd'hui, si, on dit plutôt dans le jargon un groupe, un crew. Des clubs, il y en a très très peu. Il y en a un à Castelsarrasin, un dans la petite ville d'à côté. Moissac, à Montauban, beaucoup à Toulouse, et du coup, je m'entraîne avec mes copains à Castelsarrasin. Voilà, je fais trois entraînements par semaine, plus des petits spectacles ou des compétitions le week-end à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est des petits spectacles? Vous produisez devant qui? Pour toute occasion, devant un public familial, la plupart du temps, ça va être la mairie qui organise le forum des associations, donc qui demande un petit spectacle de hip-hop. Voilà, c'est généralement ouais, sur du public familial. Ouais. Il existe au niveau national des concours de hip-hop? Oui. Niveau national et même niveau international. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment complètement reconnu. Ah, complètement, surtout qu'aujourd'hui, c'est officialisé comme pratique aux Jeux Olympiques de 2024. Ah, Donc d'accord. voilà, les fédérations ont mis un coup de tampon vraiment sur le d'accord. breakdance. Ouais.
tout à fait. Donc tout ça, ça a évolué, hein, puisque aujourd'hui c'est mis en lumière, mais en France, c'est arrivé début des années 80 quand même. Oui, c'est extrêmement récent. Voilà, récent, mais ça commence quand même à faire un Oui, alors moment évidemment, où il y a des pour événements. vous, Non, pas seulement pour moi. Mais non, mais c'est plus que votre vie tout entière. Mais c'est vrai que dans le temps, ça reste quand même quelque chose de récent. Et si c'est arrivé en France dans les années 80, c'est extraordinaire qu'on l'ait déjà aux Jeux Olympiques de 2024. Ça a été très rapide. Oui, ça a été rapide, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'actions quand même sur ces 40 dernières années quasiment qui ont été mis en place. Je pense que c'est une juste mise en lumière de la pratique. François, je vous propose tout de suite de nous faire part, vous, de votre premier choix musical et de nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce morceau. Alors ce morceau, c'est Toucher l'horizon de Oxmo Puccino. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je découvre le rap sur cette cassette en 1998 et sur cette compilation, très exactement, il y a Oxmo Puccino avec un titre qui m'a également marqué, qui s'appelle L'enfant seul parce qu'il est très très bien écrit. Et donc je commence à aimer beaucoup cet artiste et donc en 2004 il sort ce titre Toucher l'horizon qui me parle énormément. Je pense que sans avoir besoin de l'expliquer, c'est dans le titre. Donc c'est le dépassement de sa zone de confort, aller chercher à explorer, toucher l'horizon, aller plus loin, toujours poussé par cet élan de curiosité. Aller à la rencontre de la vie tout simplement, et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. On écoute. Merci François pour ce choix. Alors c'est vrai que tout le monde me connaît, je suis très très classique dans mes choix musicaux, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que j'aime beaucoup le rap. Parce qu'il s'agit de textes et que j'aime les chansons à texte, et le rap, pour moi, fait intégralement partie des chansons à texte. Donc j'aime beaucoup ce rythme de musique. Ok, bon, super. Donc c'est un choix qui me convient tout à fait. On a dit en introduction que vous arrivez à Toulouse à l'âge de 20 ans. Donc Toulouse, vous ne connaissiez pas du tout ? Un tout petit peu. Un petit peu parce que quand je suis rentré dans mon premier groupe de danse qui s'appelait Slam Jam, qui était composé de quelques Toulousains, Montalbanais et Castel-Sarrazinois, je commence, quand je suis à Castel-Sarrazin, à aller de temps en temps à Toulouse le week-end en prenant le train. D'accord. Donc. Le fait que vous arriviez à l'âge de 20 ans, c'est pour vos études, je suppose ? Oui, c'est pour une poursuite d'études dans un premier temps. Dans un premier temps. Donc, vous prenez un appartement ? C'est ça. C'est le début de votre vie d'homme, puisque vous quittez vos parents. Vous aviez été jusqu'à l'âge de 20 ans chez vos parents. Comment ça se passe, cette nouvelle vie pour vous ? Ça se passe très bien, sauf que les études que je décide de suivre ne me conviennent absolument pas. Je fais 4 mois en fac de sport, management du sport, et le système fac ne convient pas, donc je reste seulement 6 mois en tout. Je reviens chez mes parents et puis je retrouve un travail à Toulouse quelques mois plus tard et j'y reviens encore. Voilà. Donc du coup vous reprenez un nouvel appartement, j'imagine. Voilà, c'est ça, il y a un espèce de faux départ, on va dire. D'accord. D'accord. Où est-ce que vous prenez cet appartement quand vous revenez pour de bon ? Alors, quand je reviens, je trouve un appartement chemin des Côtes de Pêche-David. Donc, en bas de Pêche-David. Là, à ce moment-là, je suis surveillant dans un lycée. Où ça ? Au lycée Gallieni, route d'Espagne. Oui. Et donc, je vis très bien cette période d'intégration à Toulouse. Je suis un petit peu dans ma bulle. Voilà, je suis dans ma bulle. Je suis blessé à ce moment-là, grosse blessure au niveau du dos. Et du coup, à cause du hip-hop. On pense que c'est en grande partie à cause du hip-hop. Voilà. Expliquez-moi. Parce que ça, c'est quelque chose quand même qui m'intrigue énormément. Le hip-hop, est-ce que vous faites des échauffements, des exercices physiques ? On ne le voit pas parce qu'on est à la radio, mais vous êtes très développé. Je vois à travers votre pull que vous avez des muscles très développés. J'imagine que c'est pas juste en faisant du hip-hop.
Ça peut venir uniquement de la pratique. En fait, ça va dépendre le type de figure qu'on va aimer faire. Et donc forcément, il y a des choix de style dans le breakdance et dans la danse hip-hop qui vont plus développer le physique que d'autres en fait. Et moi, c'est vrai que je faisais des figures qui demandaient beaucoup de force. Au début, des équilibres sur une main, des choses comme ça, j'adorais faire ça, et donc c'est vrai que ça a beaucoup développé mon physique, ouais. Sans nécessairement faire de la musculation à côté. Non, c'est après. Après, on commence à prendre conscience de son corps, de ses faiblesses. On commence à prendre conscience qu'il faut s'étirer, qu'il faut s'échauffer, qu'il faut travailler son gainage de temps en temps en fonction. Pour éviter de se blesser le dos. Par exemple. D'accord. Et alors cette blessure au dos, là, quand vous êtes tout jeune, ça vous immobilise combien de temps ? J'en souffre pendant 3 ans. Je vais voir ce qui est énorme, ce qui est long. Donc ce qui me plombe le moral sur mes projections en danse. Je vais voir pléthore de spécialistes. Je porte des semelles orthopédiques. Je vais voir un médecin du sport, des ostéopathes, des éthiopathes, des chiropracteurs. Je vois tout un tas de spécialistes et puis rien n'y fait. Et quand je suis surveillant au lycée Gallieni, à force de faire des efforts, je rencontre un chirurgien qui me dit « Mais écoute, il faut t'opérer, te mettre des vis dans le dos. Il faut bloquer ta vertèbre parce que tu as les ailettes de la vertèbre qui sont fissurées, ce qui provoque un glissement incessant de ta vertèbre et ce qui fait que tu souffres. » Et en plus, vous étiez tout jeune, vous aviez quoi, 22-23 ans en ce moment-là ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc moi je dis ok, donc je tombe sur un grand ponte de la chirurgie orthopédique à la clinique du Parc, donc qui m'opère, et je me souviendrai toujours suite à mon réveil de l'anesthésie. Je lui dis on les enlève quand ? Il me dit mais je vous ai pas dit, on les enlève pas. Donc aujourd'hui j'ai toujours ce dispositif dans le dos accroché à mon sacrum, mais aucune douleur, aucune sensation. Et ce que j'allais vous poser comme question, du jour au lendemain, vous avez arrêté de souffrir ? Ouais, du jour au lendemain. Alors, très très grosse rééducation. Je passe 1 mois allongé dans un lit avec un corset, à faire des exercices de kiné. Et puis, je me rééduque par la marche. Je marche beaucoup. Et puis, 4 mois après, il me dit, tu reprends quand tu le sens. Mais vous pouviez reprendre, ce n'était pas contre-indiqué de reprendre le hip-hop, donc ? Non, pas du tout. Heureusement. Oui, heureusement pour moi. Et vous n'aviez pas trop perdu pendant toute cette longue absence de la danse ? Si, on perd toujours un petit peu, mais justement, on revient, je dirais, avec les jauges de motivation au maximum. Pendant 4 mois, on a ruminé, on peut plus danser, ça faisait 3 ans. Donc là, on se dit, ça y est, enfin, c'est fini, je vais pouvoir revenir. Donc c'est une explosion d'entrain qui est présente à ce moment-là. On a dit que vous étiez danseur et professeur. Comment devient-on professeur de hip-hop ? Il y a des examens ? Comment ça se passe ? C'est une des grandes questions actuelles. C'est-à-dire que les gouvernements en place se posent des questions depuis un certain nombre d'années. Justement, comment on intègre ? Est-ce qu'on met en place un diplôme d'État de hip-hop ? Donc ils ont mis en place des groupes de travail sur ce sujet. À aujourd'hui, pour l'instant, il y a toujours rien d'explicite, et du coup, on est prof de hip-hop un petit peu comme ça. Et malheureusement, je remets dans le contexte, début des années 2000, il y a pas beaucoup de hip-hop à la télé, mais ça commence, et du coup, en 2005, on se retrouve avec une explosion de la demande, avec les premières télés, Incroyable Talent, où on a un artiste hip-hop, Salah, qui gagne la première édition d'Incroyable Talent, donc c'est mis en lumière, et on a une explosion. Toutes les MJC, toutes les écoles de danse réclament des cours de hip-hop, sauf que eux, à ce moment-là, ils ne connaissent rien de cette pratique, et ils vont un petit peu faire confiance au premier venu qui va se proposer en tant que professeur. Oui, surtout que c'est quand même une pratique qui se doit d'être encadrée, parce que c'est quand même dangereux. C'est dangereux. Et puis, un bon technicien n'est pas forcément un fin pédagogue, et vice-versa. Bien sûr. Voilà, donc on a affaire à toute une génération de personnes qui vont s'improviser professeurs, pour certains, malheureusement. Heureusement, il y en a quand même des bons. Mais des fois, sur 10 ans, ça génère des gens qui ont appris tout et n'importe quoi, n'importe comment.
Un jeune, une jeune ou un jeune, parce que je suppose qu'il y a des filles également qui pratiquent, Oui. on ne l'a pas dit, mais c'est une évidence. Un jeune qui veut commencer ce sport, comment lui conseiller de trouver un bon professeur? Parce qu'il n'y a pas de, vous n'êtes pas référencé, je ne comprends pas comment on peut... Aujourd'hui, c'est plus facile. Je me permets juste de rectifier plutôt que de dire sport, je vais dire danse athlétique, parce que ça reste quand même une danse. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Là, aujourd'hui, avec Internet, si on écrit danse hip-hop Toulouse, cours de danse hip-hop, on va quand même avoir des écoles qui sont référencées. Et puis, grâce à l'outil d'Internet, on va pouvoir facilement comparer, voir des vidéos, se rendre compte du niveau, regarder des interviews peut-être des professeurs. Donc, aujourd'hui, je pense que le problème se pose moins. C'était plutôt, on va dire, entre 2000 et 2010, 2015, où là, on naviguait à flou complètement. Oui. D'accord. Donc les choses ont commencé et continuent à se normaliser maintenant. C'est ça, tout à fait. Puis alors j'imagine qu'en plus, si vous êtes présent au JO de 2024, là, ça sera complètement réglé. À ce moment-là, ils vont certainement faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un diplôme ou au moins quelque chose qui fasse qu'on... Tout à fait. Il y a des groupes de travail au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, ça fait pas l'unanimité dans le milieu. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais j'ai envie de dire, comme tout changement, tout changement. Mais en tout cas, je pense que ça a mis un coup de tampon. On va dire que ça a validé la pratique auprès peut-être des gens qui avaient encore des appréhensions à se dire c'est un sport de racaille, c'est une danse de racaille, une pratique de racaille, on sait pas trop ce qu'ils font parce qu'il y en a encore quelques-unes des personnes comme ça. Est-ce que les gens associent dans leur tête hip-hop et rap? Complètement. J'ai fait il y a 2 ou 3 ans un micro-trottoir qui s'appelait les micro-trottoirs du hip-hop disponible sur YouTube où justement j'ai interviewé les gens, des personnes âgées, des jeunes, tout le monde vraiment de toute classe sociale, origine ethnique et culturelle et on s'apercevait qu'il y avait quand même une méconnaissance de cette culture. Je parle de ça. Aujourd'hui, la musique la plus consommée en France, c'est la musique rap hip-hop. Et paradoxalement, on a quand même c'est vrai, une méconnaissance de la culture. Donc, la culture hip-hop est composée de plusieurs pratiques, dont le rap et la danse. Mais ce sont 2 pratiques différentes, complémentaires, historiquement liées au début, mais aujourd'hui... qui sont quand même différentes. Donc sur les micro-trottoirs, on avait des gens qui disaient le rap, il faut être souple. Alors que... Bien sûr, le rap s'écoute. Il faut juste avoir les oreilles bien ouvertes. C'est ça. Revenons à vous, François. On a donc vu que on a entendu que vous aviez eu cette opération à tout jeune au début de votre vie d'adulte. C'est après cette opération que vous décidez de faire ce master en communication? Non, je ne décide rien du tout. C'est les rencontres et la vie qui m'amènent à faire ça. Je me fais opérer du dos, donc c'est l'été, et juste avant l'opération, je décide de reprendre une licence. Il y a quelque chose qui me dit, il faut que tu continues tes études. Donc je voulais faire une licence de coach sportif. Ça ne peut pas se faire par rapport au nombre de places et au nombre de places d'ailleurs c'est ça et par rapport au temps de rentrée puisque j'essaie de me financer moi-même cette licence et donc il y avait une histoire avec Pôle emploi, ça concordait pas. Donc je fais une licence qualité sécurité environnement, mon côté écolo bio pendant 1 an. J'adore faire cette licence, sauf qu'à la fin, je me dis jamais je travaille dans ce domaine. C'est à 1000 feuilles de paperasse, c'est horrible. Par contre, j'ai adoré, j'ai appris énormément. Et parallèlement, je rejoins l'équipe élite toulousaine. Il y a un des pionniers du hip-hop toulousain qui s'appelle Abdul Jouri qui décide de monter une équipe avec un peu les meilleurs danseurs du coin. Donc par l'intermédiaire de Mathieu, il fait appel à nous et puis on se retrouve dans les réunions de travail de cette équipe jusqu'à ce qu'il propose de m'embaucher. Il m'embauche donc pile au moment où je termine ma licence professionnelle.
Et à ce moment-là, dans mon contrat, et par rapport aux besoins, puisque c'est une structure qui fait de la chorégraphie, qui donne des cours et qui organise des événements internationaux à la Halograin et au Zénith, ils ont besoin que je me forme en tant que chef de projet communication événementielle. Donc parallèlement, je commence à chercher une école que je trouve et puis je fais mon master communication. Donc ça s'est fait un petit peu tout seul. D'accord. D'ailleurs, on le verra en troisième partie d'émission. Aujourd'hui, vous avez votre propre boîte d'événementiel. Bon, on en parlera en troisième partie d'émission. Moi, ce que je souhaite savoir, c'est est-ce qu'il existe des danseurs hip-hop professionnels? Est-ce que certaines personnes gagnent leur vie en dansant? Oui, bien sûr. Bien sûr. Historiquement, ce sont quand même les compagnies de danse qui offrent un statut professionnel par l'intermittence du spectacle. Donc dès les années 90, on commence à avoir des chorégraphes. Abdul Jouri, donc à Toulouse, j'en parlais, et puis Kader Atou, Mourad Mirzouki sur d'autres coins de la France, qui commencent à mettre en place des créations chorégraphiques hip-hop et qui proposent le statut d'intermittent. Donc ça, c'est historiquement, c'est la première professionnalisation, j'ai envie de dire. Ensuite, les cours de danse hip-hop qui sont rémunérés. Et plus récemment, j'ai envie de dire sur ces 10 dernières années, en tant que compétiteur. Mais ça reste quand même très précaire aujourd'hui. Alors peut-être que les Jeux Olympiques permettront de lisser tout ça. Bien sûr. Mais oui, n'en on pas peut. douter. On peut. Cette vie, on a dit que vous avez 31 ans aujourd'hui, mais de 22, 23 ans jusqu'à 30 ans, en quelques mots, comment vous pourriez définir comment vous avez traversé cette décennie? Elle est passée très vite. Beaucoup de projets, beaucoup de choses, parce que du coup, il y a la danse, mais finalement, il y a aussi mon travail de chef de projet événementiel et de professeur. Il y a également les études, donc le bac+5. Et puis, il se passe plein de choses. Je me lance dans un projet, je finis mon master, je quitte la structure qui m'a embauché, je monte une association qui s'appelle Le Bon Commerçant, puisque je vois mes parents qui essaient de Qu'est-ce que le leur bon commerce. commerçant? Alors, le bon commerçant, c'est le commerçant qui vend. Non, mais je blague, mais mes parents en ont marre. Mon père est retraité, ma mère est proche de la retraite, ils n'arrivent pas à vendre le commerce. Et moi, j'essaie de mettre en place tout un tas d'outils pour mettre en valeur la boutique sans trop de coûts. Et là, je me dis, mais il y a plusieurs personnes qui doivent être comme eux, et je décide de rédiger un guide avec mes connaissances que j'ai acquises au cours de mes études et en tant qu'enfant de commerçant, qui s'appelle le guide du bon commerçant. Donc je le fais, je le rédige, 36 pages, je le fais bien, je le fais illustrer. Avec un partenaire, il m'en imprime 6000. Et à l'aide de mes petits bras, je fais le tour des commerçants toulousains et j'en distribue gratuitement 3000 à tous les commerçants toulousains, tout simplement. Donc tout ça me prend quand même beaucoup de temps. Et puis il est déjà 28 ans, 29 ans. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure que vous venez de nous raconter? Ça a été la découverte, les rencontres, l'expérience de mener un projet aussi. Voilà, c'est surtout ça. Bon, et la question aussi, c'est est-ce que grâce à ces 36 pages, vos parents ont réussi à vendre leur commerce? Alors au final, oui. Au final, oui. À quel pourcentage je les ai aidés, je ne sais pas. Peut-être 1, peut-être 10, peut-être 15. Mais oui, au final, ils ont réussi à vendre la boutique. Et jusqu'au bout, c'était resté une boutique de bio? Oui, jusqu'au bout. Ouais. D'accord. Ouais, ils n'ont jamais changé. Ils sont restés vivre à Castelsarrasin? Oui, tout à fait. Ok. D'accord. Je vous propose de nous faire part tout de suite de votre deuxième choix musical, François. Alors là, on n'est plus sur ma génération. Alors, la prochaine musique, c'est Master Blaster, Jamin, de Stevie Wonder. C'est une musique que je pense que c'est vraiment dans mon top 5 de toutes les musiques que je connais. C'est une musique qui me fait vibrer. D'abord par rapport à l'artiste, parce que je suis un fan de Stevie Wonder, par rapport à son engagement aussi pour la liberté
de la communauté noire. Et puis c'est une musique d'enjaillement, de vivre ensemble, d'être ensemble, de partager un moment et surtout de vivre dans la joie. Voilà. François, juste avant de passer ce morceau, une toute petite question tout de même. Vous parlez d'engagement. Vous l'avez dit, vous avez fait une licence professionnelle dans l'écologie. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche beaucoup, que vous suivez au quotidien ? Oui, bien sûr. L'écologie, le respect de la terre me touche beaucoup. Ça a été transmis par mes parents et j'y suis vigilant, bien sûr. On écoute. Il y a une super ambiance là avec Stevie Wonder dans le studio. J'ai cru que Thierry, notre directeur d'antenne, allait finir sur la table, mais non, il a... C'est très très bon choix. Deuxième très bon choix parce que ça nous a parlé à tous là. Il n'y a pas de problème. Vous nous disiez quand même pendant la chanson, et ça je tiens à le signaler aux auditeurs, vous déconseillez de commencer le hip-hop avant l'âge de 10 ans. Ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'on en parle, pardon. Ouais, je précise le breakdance, donc qui sollicite quand même énormément le corps. Après, peut-être que tous les pratiquants, professeurs ne partagent pas mon avis. Il y en a qui les font commencer plus tôt. Alors si on commence plus tôt, c'est vraiment très très light, c'est de l'éveil. Mais pour moi, avant 10 ans, c'est quand même un petit peu jeune. Ouais. Dans cette partie d'émission, cette troisième et dernière partie, François, j'aimerais que vous développiez votre quotidien. On a donc dit que vous aviez créé votre propre boîte d'événementiel. Donc j'aimerais vraiment qu'on en parle. Et puis que vous me fassiez un petit ratio du temps dans une journée, que vous me racontiez par exemple une de votre journée et le travail dans votre boîte et la danse. Je vais essayer de décrire une journée type parce que il y en a pas beaucoup des journées types. Mon temps aujourd'hui est partagé entre l'événementiel, la communication, l'artistique. Peut-être bientôt sur l'animation micro, puisque je commence à me lancer en tant que speaker aussi. Mais mon temps est partagé sur ces activités et du coup, je manage au niveau artistique 2 groupes de musique, Days The Soulmen, donc, et la Brigade Fantôme, donc mon équipe de danse. Donc ça déjà, ça me prend beaucoup de temps, puisque je m'occupe de la partie administrative, communication, booking, donc je gère les dates et j'interviens aussi en plus de tout ça en tant que danseur au sein de la Brigade Fantôme quand on a des dates. Donc une grosse partie de mon travail c'est ça. Et puis après ça va être aussi en fonction des demandes d'autres clients. Je peux très bien, l'année dernière j'ai travaillé pour une grande boîte de la région Occitanie, donc ça va dépendre aussi des contrats que je vais avoir. Ça peut être aussi pour des petites structures, des associations, des indépendants. Donc ça, ces travaux-là se réalisent au cours de l'année, du planning, de l'agenda. J'ai été mentor aussi cette année sur une semaine d'intégration des bacs +4 dans une école de communication toulousaine. Donc il y a des choses aussi qui arrivent, qui ne sont pas forcément attendues. Et puis voilà, là je compose avec mon emploi du temps fixe. Mais pour en revenir à ma journée type, je vais me lever, je vais commencer à travailler sur l'amélioration de la communication d'un des groupes, du site internet, passer des coups de fil, répondre aux appels d'offres, envoyer des devis, réceptionner les acomptes des devis, appeler les groupes. Voilà. Question. Consultant, communication événementielle, marketing artistique. Est-ce que tout ça, c'est ouvert à toutes les activités ou vous êtes plutôt spécialisé pour accompagner les sportifs, les danseurs ? Non, je peux le faire pour toutes les activités. Après, de par mon réseau et mes connaissances, la plus grosse partie de mon travail, ça concerne effectivement
l'artistique, donc les musiciens et les danseurs. Mais ça s'est fait par connaissance. Mais sinon, je peux quand je pensais aux grands groupes de l'Occitanie, ça n'a rien à voir. C'est un secteur, ils sont dans les assurances, quoi. Oui, ça donc n'a rien à voir. absolument rien à voir. Voilà. Vous pouvez accompagner tous les secteurs d'activité. Ouais, tout à fait. Ouais. En parlant d'accompagnement, j'aimerais que vous puissiez nous donner au moins vos coordonnées. Oui, bien sûr. Alors, www.françois, sans la cédille, -du6, gustave.com. Donc là, c'est mon site internet, sur lequel vous aurez tous mes contacts et vous pourrez voir l'étendue de mes activités, en images aussi. Oui, j'y suis allée effectivement et c'est très très bien fait, c'est très sérieux et puis c'est innovant, je trouve. Moi, j'invite tout le monde à effectivement au moins aller voir ce que vous avez fait sur ce site. Merci. Pour la danse, si on a envie, soit de s'y mettre, il y a une limite d'âge pour commencer d'ailleurs. Forcément, plus on est jeune, plus on a le corps frais, j'ai envie de dire. Après, on pourra toujours trouver le contre-exemple. Non, j'ai envie de dire, on peut venir essayer à tout âge, même si c'est quand même plus propice quand on est dans la vingtaine, l'adolescence, la vingtaine jusqu'à 30 ans. D'accord. Après, c'est plus compliqué. Ça se fait rare, oui, ça se fait très rare. C'est plus compliqué. Et si on est dans cette tranche d'âge ou si on a envie d'envoyer un de nos enfants dans cette tranche d'âge, on vous contacte comment? On peut avoir un téléphone? Oui, bien sûr. 06 87 18 18 50. Les cours particuliers, ça n'existe pas. C'est très rare, mais si, il y en a. C'est très rare. Il faut vraiment que la personne soit motivée, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Oui, je comprends. Vous avez le temps de profiter de Toulouse en dehors de vos activités et professionnelles et de danseur? Oui, j'ai le temps de... Qu'est-ce que vous aimez faire à Toulouse? J'aime bien marcher, j'aime bien aller courir. J'ai la chance d'habiter dans le quartier des Amis Doniers. Donc j'ai d'un côté le canal et de l'autre la Garonne. C'est ça. c'est très plaisant. Donc j'aime beaucoup m'aérer. Et puis j'aime aussi sortir, voir des copains, des connaissances plus ou moins proches. Vous n'êtes pas un fêtard, ce qu'on appelle un fêtard? Non, je suis pas un fêtard, mais je dirais que je suis un épicurien. Oui. Voilà, j'aime profiter de la vie. Vous avez bien raison. Vous prenez le temps de bouger aussi un petit peu en dehors de Toulouse? Oui. Alors ça se fait... Qu'est-ce que vous aimez faire? Généralement, je fais toujours mon petit voyage annuel à Paris pour voir les copains, les connaissances que j'ai gardées, à Bordeaux aussi. Et puis après, ça va complètement dépendre de ce que la vie va m'offrir, va me proposer. Oui. Vous aimez lire? Pas trop. Plus trop. J'ai beaucoup lu quand j'étais ado et puis là j'ai arrêté de lire. J'ai un petit peu perdu le goût à la lecture, mais je pense que ça reviendra. J'en suis sûr. Qu'est-ce que vous avez, François, comme projet? Des projets, j'en ai plein des projets, il y a plein de choses qui sont en cours, il y a la continuité de mon activisme à mon petit niveau dans la culture hip-hop qui me tient beaucoup à cœur, par la mise en place de tout un tas d'actions avec des partenaires, des gens du milieu qui sont un petit peu comme moi. Et puis après, pas tout de suite, peut-être que je suivrai la branche familiale en ouvrant un restaurant, quelque chose comme ça. Ah, vous avez envie de revenir sur l'hôtellerie au final, avec les années? Oui, mais c'est un projet que j'ai déjà en tête depuis un moment, mais je pense que ça se fera pas avant une bonne dizaine d'années. J'ai d'autres choses à faire. Mais quel style de restaurant vous plairait? Moi, j'aimerais bien ouvrir un restaurant. Alors, c'est très tendance en ce moment, hein, mais oui, peut-être que dans 10 ans, ça le sera moins. Ça sera moins, mais en tout cas, ça fait déjà 10 ans que j'ai l'idée. Ça n'a pas bougé. Moi, j'ai envie d'ouvrir un restaurant qui propose des produits locaux, frais, bio. Voilà, bien entendu. Des bons produits, qu'on peut-être aussi éduquer des gens, parce que finalement c'est bête, mais quand on y pense, on n'apprend pas à l'école comment bien manger.
On a Beaucoup disent qu'il faudrait donner des cours effectivement dans les écoles pour apprendre aux jeunes gens à bien manger. Ouais. Il y en a pas. On a quelques cours sommaires en sciences et vie de la terre de mémoire, mais ça reste très sommaire. C'est pas. Et pourtant, c'est idiot, mais quand on a une voiture à essence, on met pas du diesel dedans. On met de l'essence. On met le bon carburant. Donc, vous pensez que tout le monde ne met pas le bon carburant pour fonctionner? Non, on a aucune éducation alimentaire, que ce soit comment on procède dans sa vie d'adulte. On refait ce qu'on faisait à la maison. Bien sûr. Et si on avait des mauvaises habitudes à la maison étant enfant, on les reproduit avec ses enfants. Bien sûr. Et donc on n'a pas d'éducation. Il faut prendre le temps de faire à manger. D'abord, et avant de faire à manger, de choisir les bons produits. C'est ça, les bons produits, de s'intéresser. Je pense que d'une manière générale, de toute façon, il faut se poser des questions. Moi, je me pose beaucoup de questions. J'aime bien comprendre, j'aime bien connaître, mais pourquoi ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça génère. On a la chance aujourd'hui d'avoir un outil qui s'appelle Internet, qui a très probablement plein de mauvais côtés, mais parallèlement on a l'accès à une information quasiment illimitée. Si je prends un exemple, avant quelqu'un nous donne une information et puis pendant 6 mois on va croire cette information, et avant qu'on aille dans une bibliothèque et qu'on tombe sur le même sujet. Là, tout de suite, quelqu'un vous donne une information avec un moteur de recherche. Vous avez l'occasion d'avoir 15-20 sources différentes sur ce sujet et de vous informer. Et paradoxalement, on a l'impression qu'on n'a pas ce réflexe. Pour les gens qui sont un peu plus jeunes que moi, on a le réflexe d'utiliser les réseaux sociaux. Oui, il faut se méfier des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles aussi. En plus des fake news, tout à fait. Mais on a un outil qui nous permet de nous informer. Et je pense que, je reviens sur l'alimentation, mais pour n'importe quel sujet, on a la chance de pouvoir prendre des informations. Moi, j'ai acheté une voiture il y a quelques temps, j'y connais absolument rien en mécanique. J'ai mis 4 mois à chercher, à comprendre, à comparer. Et grâce à ça, j'ai fait un bon choix pour l'instant. Je touche du bois, mais je pense qu'il faut utiliser cet outil pour s'informer. Et voilà, qu'est-ce que ça fait ce produit, est-ce qu'il est bon pour mon corps, qu'est-ce que je ressens, voilà, tout simplement, faut être curieux. Si vous aviez une baguette magique, François, mais pour vous, pas pour sauver l'humanité, un vœu pour vous, tout seul, égoïstement, quel serait ce vœu? J'ai réfléchi à ça, j'en ai pas, en fait. Je changerai rien. Ce qui a dû se faire, c'est fait, et ce qui devra se faire, se fera. Allez, si je dois l'utiliser, cette baguette magique, c'est pour continuer ces rencontres, ces voyages, cette exploration, cette compréhension, cette richesse, en fait. Voilà. François Gustave est un homme heureux? Oui, très heureux. Oui. Complètement. En tout cas, merci beaucoup, François. C'est une jolie découverte. Et puis, au moins, on en a appris un petit peu sur le hip-hop, parce que moi, personnellement, je connaissais rien du tout. Au moins, j'en ai appris un petit peu. Et puis, mais peut-être que vous pourrez venir nous faire une chronique en 2024 pendant les JO pour nous expliquer un petit peu l'avancée du hip-hop. Pourquoi pas? En tout cas, je voudrais souhaiter à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs et puis tous ceux qui sont présents avec moi aujourd'hui dans le studio, de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que c'est la dernière émission Ainsi va la vie aujourd'hui. Merci 1000 fois à tous mes invités que j'ai reçus cette année, toutes ces vies racontées, c'est des véritables cadeaux, toutes ces rencontres, c'était merveilleux. Je vous donne rendez-vous tout début janvier pour Ainsi va la vie, qui continue bien sûr. Un grand merci encore, François, une très belle continuation à vous et puis de très belles fêtes. Merci beaucoup, Irène. Au revoir. Au revoir.